Salut les investisseurs, si tu es nouveau, moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, on va parler de l'affaire Mt. Gox et des 850 000 bitcoins qui ont été hackés depuis 2011. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les derniers détails des 140 000 bitcoins qui vont être remis à leurs propriétaires et de l'impact potentiel que cela pourrait avoir sur le marché des cryptos. Alors Mt. Gox, qui signifie Magic the Gathering Online Exchange, était à la base une entreprise japonaise qui vendait des cartes Magic, comme son nom l'indique, le célèbre jeu de cartes fantasy. En 2011, Marc Karpeles, un développeur français, rachète la société à Jed McCaleb. Si tu as vu ma dernière vidéo sur ma chaîne, ce nom doit forcément te parler car Jed McCaleb était l'ancien cofondateur du projet XRP. À savoir que Jed McCaleb avait déjà transformé la plateforme existante pour la remplacer par une plateforme d'exchange de Bitcoin en 2011. Et il l'a vendu juste après. Mt. Gox devient une des premières entreprises d'échange de Bitcoin. Et pour resituer dans le contexte, c'est le tout début des crypto-monnaies avec l'émergence de Bitcoin. En juin 2011, la plateforme se fait pirater 400 000 Bitcoins, ce qui représentait à l'époque 9 millions de dollars, qui va provoquer la fermeture du site pendant 48 heures. Mais Marc Karpeles, ensuite, lui, va virer 424 000 Bitcoins sur l'exchange pour rassurer ses clients et pour prouver que Mt. Gox était toujours solvable. En quelques mois, le nombre de clients double et le Bitcoin commence à prendre de la valeur, ce qui attire encore plus de clients. La plateforme devient à ce moment-là, écoute bien, 70% des volumes d'échanges journaliers de Bitcoin dans le monde. Le 7 février 2014, c'est le drame, la plateforme ferme, les clients ne peuvent plus accéder au site internet, ni échanger ou retirer leurs assets. En même temps, tous les messages du compte Twitter de Mt. Gox sont supprimés et les clients commencent à paniquer. Mt. Gox a été victime d'un piratage qui correspond à 850 000 bitcoins dérobés, ce qui représentait plus de 450 millions de dollars pour le compte de 25 000 clients sur la plateforme. Mt. Gox est déclaré en faillite le 28 février 2014. Après l'annonce, le cours du bitcoin s'est effondré de 36% entre le 1er février et le 31 mars 2014. Pour resituer un peu le contexte, c'est le tout début des crypto-monnaies et il s'avère qu'il y avait eu des failles de sécurité dans le consensus de la blockchain de Bitcoin, ce qui a permis aux pirates de dupliquer les transactions, de récupérer les vrais bitcoins sans laisser aucune trace de retrait sur l'exchange. C'est vrai que dans la finance traditionnelle, lorsqu'on est victime d'un vol ou d'un piratage, on est couvert par des assurances qui permettent de rembourser les fonds. Alors qu'avec la crypto-monnaie, et notamment dans ce cas-là avec Bitcoin, il n'est pas possible d'annuler ou de réverser des transactions. Marc Karpeles se fait arrêter un an après, en 2015, pour détournement de fonds et falsification de données numériques concernant les comptes de Mt. Gox. Il est emprisonné jusqu'en juillet 2016 où il est relâché sous caution. Pour les autorités japonaises, il n'y a pas de doute, il aurait été complice du piratage de ce site-là, mais personne n'arrive à retrouver les bitcoins qui ont été dérobés. L'enquête révèle que les bitcoins avaient été volés depuis la première faille de sécurité de Mt. Gox et ça remonte à 2011. C'est à ce moment-là que le hacker a réussi à obtenir les clés privées permettant d'accéder à la plateforme Mt. Gox, de pouvoir détourner les fonds en utilisant la faille de sécurité de Bitcoin sans que personne ne s'en rende compte. Et ça c'est vraiment fou parce que personne ne s'est rendu compte que depuis 2011, il y avait un hacker qui manipulait la plateforme. En 2017, les États-Unis arrêtent Alexander Vinnik, un Russe qui possédait un exchange de Bitcoin, e-Exchange, et qui est soupçonné d'avoir participé au hack de Mt. Gox et surtout au blanchiment des Bitcoins qui ont été dérobés, et tout ça directement via sa plateforme. C'est vrai que c'est pas très malin car il a utilisé sa propre plateforme pour blanchir des fonds qui avaient été hackés d'une autre plateforme. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de protocole qui permettait d'effacer ces traces comme Tornado Cash ou encore utiliser la blockchain Monero afin de ne laisser aucune trace sur les transactions. Heureusement, Marc Karpeles a retrouvé 200 000 Bitcoins sur un ancien portefeuille qu'il pensait ne plus détenir, et c'est vrai qu'en 2017 la valeur du bitcoin s'élevait à 2000 $. Donc si tu fais le calcul, ça équivaut à bien plus que la somme qui était due au client au moment de la faillite. Je parle en dollars bien sûr. Donc effectivement en 2017, avec le cours du bitcoin qui était à 2000 $, en vendant ces 200 000 bitcoins, Mt. Gox aurait récupéré à peu près 4 milliards de dollars contre les 470 millions de dollars qui étaient dus aux différents clients en 2014. Mais comme la société Mt. Gox était placée sous la protection de la faillite au Japon
Japon, la plus-value de la vente de ces bitcoins n'aurait pas été aux clients, mais seulement aux parties prenantes et aux propriétaires de la plateforme. C'est pour ça que l'avocat fiduciaire et les clients ont transformé ce process de faillite en processus de réhabilitation civile pour pouvoir dédommager les victimes. Le plan de réhabilitation a été réalisé dans le but de retourner les assets aux clients et pas l'équivalent en fiat, mais prend aussi en compte les clients qui détenaient sur l'exchange du BCH ou du yen afin de pouvoir dédommager tout le monde. Dans les plus grands créanciers de Mt. Gox, on va retrouver CoinLab et Fortress avec 10% des assets, à savoir que pour devenir ces plus grands créanciers et forcément faire du profit derrière, ils ont racheté les plaintes des clients contre du cash qu'ils leur ont donné immédiatement. Ça permettait aux clients d'avoir une garantie de revoir un petit peu de leur argent, mais forcément les sociétés savent qu'ils vont pouvoir se faire beaucoup plus d'ici la fin du procès. Après, ça peut se comprendre, l'instruction du procès est très longue et ça peut durer encore quelques années avant que tous les clients soient dédommagés d'une partie des assets qu'ils avaient perdus. Certains clients ont pu néanmoins choisir l'option d'avoir un remboursement forfaitaire anticipé via le plan de réhabilitation civile, sachant que Mt. Gox avait déjà vendu une petite partie des 200 000 bitcoins en 2017. La base de remboursement des clients sera faite sur ce qui reste sur l'exchange, à savoir que Mt. Gox possède actuellement environ 141 000 bitcoins, 142 000 bitcoins cash et 69 milliards de yens. Ce plan de réhabilitation civile pour le remboursement des victimes avait été approuvé en 2021 avec 99% de votes. D'ailleurs, il y a un blog qui a fait ça très bien, qui permet de simuler ce que les clients pourraient remporter en fonction de ce qu'ils avaient déposé sur la plateforme à l'époque. Ça permet de voir en fonction de l'option qu'ils ont choisie la somme qu'ils pourraient recevoir. Et récemment, il y a eu pas mal de FUD concernant le retour de ces 140 000 bitcoins aux victimes, notamment sur Twitter annonçant fin août la libération de ces 140 000 bitcoins à toutes les victimes. Ce qui est important de savoir, c'est que ces 140 000 bitcoins ne vont pas être distribués à tous les créanciers en même temps. Il va déjà y avoir une base de paiement pour tous les créanciers qui se fera en yens et ensuite, en fonction des options choisies par les différents créanciers, il sera organisé un remboursement par palier. Évidemment, tous les plus gros créanciers vont rester jusqu'à la fin du procès pour espérer toucher un peu plus que ceux qui ont demandé un remboursement forfaitaire anticipé. Effectivement, si on pensait au pire, le pire des scénarios serait que tous les clients décident de vendre tous leurs bitcoins en même temps, sachant que cela représente uniquement 9% des volumes d'échange journaliers de bitcoin. Donc effectivement, ça pourrait être significatif, mais c'est fortement improbable, d'autant plus que les fonds seront distribués de manière progressive et par palier. Selon les dernières news, le paiement devrait commencer à partir du 15 septembre 2022. Il faut se dire aussi que les personnes qui détenaient des bitcoins sur Mt. Gox à l'époque étaient quand même précurseurs sur la crypto et doivent avoir pour la plupart un plan sur le long terme, sauf si vraiment ils ont mis toutes leurs économies là-dedans. Surtout quand on regarde l'évolution du cours du Bitcoin au cours des dernières années. Après, je pense aussi que d'autres ont dû abandonner totalement les cryptos, surtout quand on voit ce qui se passe actuellement, comme les scandales qu'il y a eu avec Celsius ou encore Terra Luna. Et probablement, ces personnes choisiront le cash plutôt que de récupérer des assets. Surtout quand on voit la tendance actuelle du marché avec ce bear market. Il y aura forcément des créanciers qui vont vendre leurs bitcoins dès qu'ils vont les recevoir, mais avec le mix des gens qui vont hold leurs bitcoins, d'autres qui vont les swap sur les plateformes, et le fait que la distribution sera organisée sur plusieurs mois, je ne pense pas que cela aura un gros impact sur Bitcoin. Après, c'est que mon avis personnel. Comme je dis toujours, à toi de faire tes propres recherches pour te faire ton propre avis. Dans les questions qui restent sans réponse, c'est bien sûr l'identité du hacker qui a réussi à hacker les 850 000 Bitcoins, mais aussi où sont le reste des 650 000 Bitcoins qui n'ont toujours pas été retrouvés. Malheureusement, c'est grâce à des hacks comme ça que les plateformes d'exchange ont renforcé leur sécurité et que d'autres technologies pour renforcer la sécurité des utilisateurs ont été créées. Je pense notamment au offline wallet, qu'on appelle aussi cold wallet. Le Web3 est en plein développement technologique et forcément va attirer les pirates qui vont continuer d'exploiter ces failles de sécurité afin de pouvoir s'enrichir. Voilà, c'était Audrey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens sont en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, porte-toi bien et je te dis à bientôt. Allez, ciao!